Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à notre rendez-vous Café Mort les lundis à 21h. Alors comme toujours, on accueille des nouveaux visages, enfin ce visage est connu pour certains qui sont dans le milieu, pour d'autres ils vont le découvrir. C'est toujours un plaisir d'accueillir des gens qui font des choses, qui portent des projets. Ariles, bonsoir. Bonsoir Akli, c'est un plaisir d'être ici. Bah, moi, je te t'accueillir parce que t'es entre New York et Paris, pas souvent à Paris, donc de t'avoir sous la main, c'est pas facile non plus. Bah, c'est cool, c'est cool. Et donc, alors, Ariles, c'est Ariles de Tizi. Ouais. Alors, souvent on se dit, est-ce que c'est son vrai nom? Est-ce que c'est son nom d'artiste? Parce que tu es un artiste, tu es un photographe, on va dire, avec beaucoup de projets, tu fais aussi de la réalisation, tu fais de la communication. Tu es quelqu'un quand même qui a une palette très large, tu es un artiste, tu peins. On va le voir aussi. Mais pourquoi ce nom, Ariles de Tizi, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom. Alors, c'est mon vrai nom, oui et non. C'est que j'ai un jour trouvé des papiers de mon grand-père, qui est né du coup en 1900, ça remonte, et donc quand l'Algérie était française. Et j'étais étonné que son nom de famille ne soit pas le même que celui de mon père. Et qui est écrit de Tizi. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que à l'armée, etc., on leur donnait des noms, parce qu'il y a les deux guerres mondiales, du coup, on leur donnait des noms des villes d'où ils venaient, quoi. Donc, ils venaient de la région de Tizi. Et en même temps, le fait d'avoir négligé son nom et d'avoir donné ce nom-là, moi je trouvais ça marrant que ça lui a ajouté enfin, il y a une certaine noblesse là-dedans, donc je l'ai gardé. Et voilà. Ah oui, le 2 Tizi, ça fait une noblesse. Voilà. Avec Tizi, c'est un Kabyle. Alors, tu es originaire, comme ton nom l'indique, pas de Kabylie. Exactement. Voilà. Alors, donc tu es originaire d'où, Ariles? C'est quoi ton histoire? Du côté de mon père de Tizi Ouzou. Et moi, je suis né en Algérie. Voilà, je suis né à Alger. Et je suis arrivé en France dans les années 90, début 90. Voilà. Et puis... Tu avais quel âge? Parce que ça, pour la suite, c'est important. Je suis né en 84, donc ça fait... Voilà, tu avais 6 ans, 6 ans quoi. à peu près. Tu rentrais à la OCP. Et t'es arrivé où? Parce que c'est important, t'es arrivé où? Il y avait qui alors dans la famille? Parce que c'était quoi la famille qui est arrivée? Il y avait qui dans cette famille? Et vous êtes arrivé où? C'est important. On est arrivé à Aubervilliers, en 93. Ouais. Comme beaucoup d'Algériens à cette période-là. Surtout beaucoup de gens de la Kabylie, Béja et Tizi Ouzou, c'est Sanni, Aubervilliers, ils sont dans ce secteur-là. Ouais. C'est un peu le triangle là-bas dans 93. On est un peu chez nous. Ouais. La petite Kabylie. Ouais. Et je suis arrivé, donc du coup, il y avait beaucoup de monde qui arrivait en même temps. Il y avait des tantes, des oncles, mon frère, moi j'ai un grand frère, mon père, ma mère. Voilà, qui ont quitté l'Algérie. Pas par choix. Et voilà. Puis en plus, ton grand-père a fait les deux guerres, donc il était un peu légitime quand même. Pour la France, il a fait deux guerres pour la France, comme le grand-père. Oui, et puis j'ai l'autre grand-père qui a combattu, deux guerres pour la France et puis une guerre pour l'Algérie aussi. Oui, c'est ça. Non, mais je parlais avant, parce que tu arrivé dans les années, c'était pour tes parents, quoi, qui étaient dans de ces peuples-là. Bien sûr qu'après, il était. Mais là, je parlais des deux guerres, tu as donné le nom, comme on expliquait. Les deux premières guerres, les deux guerres mondiales, quoi, en clair. Oui, exactement. Et donc, parce que c'est aussi important, donc ta grand-mère, elle est arrivée dans ton art, elle est arrivée comment dans la vie familiale? Ma grand-mère, donc je pense que tu parles de ma grand-mère maternelle que tu as vue. Oui, c'est là, on va faire votre jeu après. Voilà, l'exposition qui a eu lieu à la Basilique Saint-Denis, qui est sur l'affiche de l'exposition. Ma grand-mère, elle est arrivée dans les années 50 en France, parce que mon grand-père aussi est arrivé un peu avant elle, pour travailler dans les mines du nord de la France, à Valenciennes. Et puis après, il y a eu le rapatriement familial, etc. Donc ils ont ramené ma grand-mère. Et ma grand-mère est arrivée du coup dans les années 50. C'est ma mère qui a immigré, qui est retournée en Algérie quand elle avait 20 ans. Voilà. Et elle habitait dans le nord, ta grand-mère? Exactement. Où dans le nord? Valenciennes. Alors, avant de revenir sur ces choses, est-ce qu'elle parlait français? Parce que depuis les années 50, peut-être elle était très... Non, alors c'est bien que tu me poses cette question. Ma grand-mère ne parlait pas français. Et ce qui s'est passé, moi j'étais aux États-Unis, ma mère m'a appelé en me disant ma grand-mère est décédée maintenant. Paix à son âme, on lui rend hommage, paix à son âme. Et
Ma mère m'a appelé en me disant ta grand-mère va mal, faut venir. Elle vit ses derniers instants. Du coup, je suis arrivé. Elle était à Roubaix chez ma tante. Et donc une fois arrivé là-bas, j'étais très étonné. Ma grand-mère a eu Alzheimer sur les derniers mois. J'étais très étonné parce que ma grand-mère m'a parlé en français. Bon, elle disait des gros mots aussi, plein de choses. Donc oui, parce qu'elle ne savait pas que c'était des gros mots. Elle était très pieuse, mais elle ne savait pas que c'était des gros mots en français. Voilà, quoi. Elle parlait aussi en français. Quoi. Et ma grand-mère, qui, selon elle et selon nous, quoi, ne savait pas parler français. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des pensées limitantes, toutes ces années, où elle s'est dit, je ne suis pas capable de parler français parce que je ne parle pas français, puisque c'est pas ma langue. Et puis, il faut aussi recontextualiser, c'est que ma grand-mère était arrivée pour passer quelques mois. Et tous les ans, on lui disait, c'est la dernière année. Et ça a duré comme ça pendant 60 ans. Elle pensait rentrer le lendemain, elle voulait rentrer chez elle, ouais. parce qu'elle avait toute sa famille là-bas. Elle avait toute sa famille là-bas, et puis, oui. Et puis en France, à part... elle n'avait pas ses habitudes, quoi. C'est dur de trouver ses habitudes dans un bidonville du nord de la France. Du nord de la France, c'est ça, c'est important. Voilà. Et donc toi, après, avant de venir pour l'hommage à cette grand-mère qui a beaucoup compté pour toi et dont on salue la mémoire et on lui rend hommage et j'espère qu'elle repose en paix, tu as grandi après à Belleville, parce qu'après tu n'es pas resté... Oui, après donc il y a eu... T'es un enfant de Belleville. Aubervilliers d'abord, puis après un peu, donc mes parents ont divorcé. J'ai fait un petit passage dans le 91, et puis Belleville, ça a été une grande partie de mon adolescence, et puis de ma vie d'adulte après. Alors Belleville, c'était pareil, à cette époque-là, quand on arrive à Belleville, il faut connaître Belleville de l'époque, c'était aussi la Kabylie, quoi. Tu étais aussi en Kabylie, Belleville. On a retrouvé beaucoup de familles, du coup. Il y avait beaucoup d'oncles qui avaient des cafés, des cousins de mon père, etc. Même, après, je sais même plus qui est vraiment un cousin, qui ne l'est pas, parce que c'était tous des cousins. On est tous cousins, c'est ça. Chez les Berbères, on est tous cousins, c'est la famille, tout le monde. Il y a un lien villageois, parce que c'est vrai que comme c'est villageois, on a toujours des liens familiaux, par le biais d'un mariage, d'un truchement. Mais tu vois, il y a plein de gens à Belleville, je sais que c'est des cousins de mon père, mais je sais vraiment pas si c'est vraiment des oncles ou pas. Le degré de famille. Il faudrait que je demande. Alors donc toi, quand tu as grandi, comment un enfant qui a grandi de Belleville, bon, si je peux m'exprimer ainsi, je connaissant un peu l'histoire, c'est beaucoup dans la rue. Comment on arrive à s'intéresser à la photo, à l'art et devenir, parce que tu as un beau parcours sur la photo, je sais, j'ai vu les photos que tu as fait, on va y venir tout à l'heure sur cette exposition, mais tu en as fait d'autres, j'ai vu que tu as fait des photos de mannequins, tu as fait des photos dans tous les domaines, quoi. Ouais. Et puis de la peinture, comment on en arrive à ça? Alors que tu étais quand même, si mes souvenirs sont bons et par le biais des connaissances communes, tu étais quand même un enfant assez turbulent, si je peux dire le mot comme ça, gentiment, à la télé? Oui, enfin, turbulent, oui. Oui, tu bougeais beaucoup. Oui, je bougeais, voilà. Hein, c'est ça. Plein d'énergie. Plein d'énergie, c'est ça, c'est un peu turbulent. Comment je suis arrivé à faire à ça? C'est, je pense, par le hip-hop, déjà. Puisque traîner, j'aimais bien traîner, j'ai traîné. Et puis quand tu traînes, dans les années 90, à Belleville, dans la rue, il y a des choses négatives, mais aussi des choses cool. Il y a le hip-hop, il y a le rap, il y a la danse, il y a le graffiti. J'ai pratiqué l'ensemble, voilà. Et puis, ça a commencé, je pense, c'était avec des mixtapes, c'était des cassettes qu'on enregistrait avec les potes, il fallait faire les pochettes. Donc, vu que je faisais moi des tags, on me dit, ah lui, il fait des tags, il va nous faire la pochette. Et donc, c'est parti comme ça, et puis de photos, et puis voilà. Et puis, c'est en faisant tout, finalement, on a monté un label, et puis on a fait tout nous-mêmes, quoi. Ouais, on a fait tout nous-mêmes, et puis c'est les rencontres, après. Tu vois, il suffit que tu prennes une photo, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui... Donc, lui, il sait faire des photos. Puis, petit à petit, j'ai évolué comme ça, puis il y a eu le monde de la pub, après. Et voilà. Et tu sais, moi, j'arrivais avec une connaissance des codes de l'urbain, ce qui était assez recherché dans la pub dans les années 2000. Bien après. Voilà, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, donc il y a une quinzaine d'années presque. Et voilà. Et puis ça m'a plu de faire de l'image, ça m'a plu. Mais à la base, moi je peignais, donc je faisais du graffiti, mais c'était plus pour
pour abîmer. Et que se rendre compte que, oui, tu sais, voilà, on dégradait. Non, mais c'est pour abîmer alors que tu te rends compte que c'est de l'art, du coup. Non, j'ai jamais vu le graffiti comme de l'art, moi. Même si ça plaît pas à beaucoup de monde. Enfin, pas dans ma pratique à moi. Dans ma pratique à moi, le graffiti, c'était mettre Dégradé. mon nom, et puis c'était dégradé aussi, parce que des moments, on taguait, et puis on lacérait les sièges du métro. C'est pas bien, faut pas te mandrer. Alors, ton seul va être... Ouais, non, mais vraiment, parce qu'il y avait ce besoin de dire on existe, tu vois. Et puis quand je me suis rendu compte qu'on peut faire de l'image, qu'on peut créer, parce que le graffiti on crée malgré tout, tu vois, qu'on peut créer mais en faisant du beau, tu vois. Oui, on peut tout. C'est Voilà. ce que tu disais, il y a le bon et le mauvais, on peut, de ce qui peut paraître quelque chose de mauvais, on peut en faire du beau et du bon, quoi. Alors que moi je créais dans la destruction. Et là, donc tu vois, aller vers la lumière, ça m'a... D'un coup ça m'a fait respirer. Alors, sur cette respiration, donc du coup, quand tu as vécu ça, et je sais que je connais ta chouette, tu as une très grande proximité avec ta maman, Oui. donc par le biais de sa mère avec ta grand-mère. Quand tu es venu, comment t'es venu l'idée on va voir quelques photos après, mais comment t'es venu l'idée de lancer cette expo et de travailler là-dessus? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette grand-mère qu'on salue parce qu'elle est décédée, la pauvre? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ce qui s'est passé, c'est que proximité, la proximité avec ma maman, c'est venu après. Tu vois, moi, j'aimais beaucoup traîner, donc c'est venu tu vois, à l'âge adulte, pour le coup. Et je me suis rendu compte que ma grand-mère allait partir et que j'ai jamais vraiment connu cette femme. Et le jour de son enterrement, enfin, c'est plutôt là, le jour de son enterrement, j'ai vu qu'il y avait on était 400 personnes. Tu vois, 400 personnes qui étaient venues pour lui rendre hommage. Et alors que c'est une anonyme, tu vois, c'est une invisible dans cette société. Il n'y a pas grand monde. Enfin, la mosquée était pleine. La mosquée de Roubaix, il y avait plus de 600 personnes qui étaient venues prier pour son départ. On était 400 autour de la maison. J'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, il faut que je raconte un peu de son histoire, parce que son histoire, c'est pas que son histoire, c'est l'histoire de toutes ces femmes, toutes ces oubliées. Et juste avant qu'elle parte, quelques jours avant qu'elle parte, j'ai décidé de prendre une photo d'elle. Donc je lui ai dit, je vais prendre une photo de toi, voilà, tu choisis la mise en scène. Donc elle était un peu, je l'ai dit, sous Alzheimer, elle m'a dit, moi je veux être habillée comme pour mon mariage, parce que je vais bientôt me marier. Donc on l'a écouté, on l'a habillée en blanc, comme pour un mariage. Et j'ai demandé à toutes mes tantes de s'habiller comme pour son mariage. Donc elle a posé entourée de toutes ses filles. On a la chance d'avoir une grande famille, elle a eu 11 enfants, ma grand-mère. Et donc entourée de toutes ses filles, et je lui ai montré l'image. Et puis elle m'a dit non, il n'y a que moi qui est belle. Il n'y a que moi qui suis belle, donc j'ai recadré l'image. On voit l'image là à l'écran. Hein. Oui, tu as coupé toutes tes tantes, tu as gardé que la grand-mère, alors tu peux la commenter en direct à Riles. Hein. Oui, et du coup, il y a cette lumière qui vient sur elle. Et j'avais cette image que je trouvais très belle. Et je l'ai montrée à mon galeriste, je l'ai montré à d'autres amis artistes. C'était pas dans ce que je faisais, ce que je produisais en ce moment, c'était très différent de ce que je faisais. Parce que je faisais surtout des mecs en posture de bataille, etc. Tu vois. Et j'avais cette image. Et je savais pas où l'exposer. Quoi en faire, quoi. Donc je l'ai gardé. Je l'ai regardé, je l'ai mis à mon atelier. Et je pensais à ma grand-mère, souvent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les malheureux événements, Les attentats. Voilà, au Bataclan et au Stade de France. Et du coup, après, il y a eu l'événement à Saint-Denis où les mecs s'étaient retranchés à Saint-Denis. À ce moment-là, j'étais à Londres et je regardais, tu vois, on était tous sur les écrans de télé, c'était le matin, donc c'était 3 jours après les attentats. Et j'ai vu le maire de Saint-Denis en train de commenter l'assaut, et derrière, donc, tu sais, à la télé, il parle de guerre de civilisation, etc. Et puis derrière lui, il y avait la basilique. De Saint-Denis. De Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, donc nécropole des reines et des rois de France. Donc, et j'ai trouvé le symbole fort,
ce qu'on vivait actuellement, Bien sûr. sur... On la voit à l'écran, la basilique d'ailleurs. Ouais, Tu peux pas magnifique, compter. ouais. Très belle basilique. Ouais, c'est un lieu magnifique et pas assez connu, et notamment pas assez connu des Dionysiens et des gens qui habitent autour, et c'est ça que j'ai trouvé un peu malheureux. Donc ce que j'ai fait, je me suis rendu direct en rentrant de Londres, je suis parti à la basilique. C'est important pour moi de visiter la basilique. Je me dis, c'est fou, c'est vrai qu'il y a ce lieu-là. Je passe souvent à Saint-Denis. Il faut que je revisite ce lieu, je l'avais visité plus jeune. Et en arrivant, c'était un jour de marché. Et j'ai vu devant la basilique toutes ces femmes, donc issues de l'immigration, pour beaucoup, parce que Saint-Denis, c'est quand même... Il faut aller au marché de Saint-Denis pour voir. Voilà. C'est-à-dire, tu parlais de Roubaix, juste une anecdote, Ouais. tu parlais de Roubaix, qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus la voir. Roubaix, c'est Bouira, c'est toute la Kabylie, la région de Bouira, le 15. On salue les gens de Roubaisiens. Oui, c'est côté de ma mère, donc c'est... Ils sont de Bouira, voilà, le côté de ta mère, donc j'avais compris, donc elle avait... Ouais. Il y a tout Bouira à Roubaix, donc c'est vrai qu'il devait y avoir du monde. Hein. Et d'ailleurs, dans les bus de Roubaix, on parle le kabyle couramment. Et je salue mon oncle, qui est chauffeur de bus d'ailleurs, à Roubaix. À Roubaix. Du coup, j'ai vu toutes ces femmes qui étaient posées devant la basilique, et je suis parti les voir. Donc je me suis installé avec elles, je les écoutais. Et je leur ai demandé, est-ce que vous savez ce qu'est ce monument et tout. Puis elles m'ont dit, c'est l'église. Et je dis, c'est la basilique Saint-Denis, c'est là que sont enterrés les rois et les reines de France. Elles ont rigolé. Je leur dis, il y avait Louis XVI, Marie-Antoinette, elles se sont moquées de moi. Elles se sont dit, il y a Marie-Antoinette ici. Mais ça va pas, on a Saint-Denis. Tu vois. Et ils ne savaient pas, en fait. Non, hein. ils ne savaient pas. Et donc, moi, je leur ai dit, on appelle ça la basilique Saint-Denis. Elles m'ont dit, non, la basilique, c'est le métro. Oui. Tu vois, c'est pas ça, la ça, basilique, c'est l'église. C'est vrai, c'est ça. Voilà. Et je trouvais ça très... On a ri, et puis je leur ai proposé de venir avec moi visiter. Et puis elles m'ont dit, mon pauvre, tu vas aller te casser les dents à l'entrée, on va pas te laisser rentrer. Je sais pourquoi on va pas me laisser rentrer, c'est une église, quoi. Enfin, c'est une basilique, c'est un lieu saint, enfin, mais c'est un lieu ouvert aussi. Oui, normalement, à c'est tous, un lieu ouvert. La maison de Dieu, quel que soit le Dieu, est ouverte à tout le monde. Et j'y suis allé. Je suis ressorti, je leur ai dit, vous savez, j'y suis rentré. Elles m'ont dit, t'as eu de la chance, quoi. Et là, j'ai ressenti le malaise. J'ai ressenti cette même... Tu sais, quand j'ai entendu ma grand-mère parler français, me parler français à moi, c'est le même malaise que j'ai ressenti. Je me suis dit, en fait, il y a encore toutes ces barrières, parce que moi, ces femmes-là, c'est comme ma mère, c'est comme ma grand-mère, tu vois, c'est pas des étrangères pour moi. Et qu'est-ce qui fait que moi, je puisse être touché par les peintures du Caravage, cette envie de peinture de la Renaissance, des églises, tu vois, vouloir toutes les visiter, et qu'elle pense que c'est interdit pour elle. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et donc j'ai commencé à traîner sur le marché, à rencontrer ces femmes, et je me suis dit, il faut que j'emmène ces femmes de manière symbolique, que je mette leur portrait à l'intérieur de cette basilique. Et que la meilleure réponse à... Tu sais, moi j'avais beaucoup de gens qui me disaient « Ah, tu sais, t'es un artiste, t'es musulman, tu devrais réagir sur les réseaux sociaux pour montrer que les musulmans, vous êtes gentils, etc. » Bon, tu connais toutes les... On n'a pas besoin de le dire si on est gentil, c'est justement ça voilà. le but. Je caricature un peu, mais c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit « Ah, tu dis rien ». Enfin, j'ai eu de la peine comme tout le monde, quoi, mais tu vois, j'ai pas besoin de m'exprimer surtout, je m'exprime pas. Toujours sa peine, moi j'exprime pas ma peine, Voilà. c'est pas pour autant qu'on n'ait pas de peine. Et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire, il faudrait que Et j'ai repensé à cette image de ma grand-mère que j'avais pris quelques mois avant, et je me suis dit, il faudrait que je mette cette image ici pour faire un lien, parce que c'est quoi l'identité française? Moi, je me suis posé cette question. Tu vois, moi, je quitte l'Algérie, je reviens en France, je peux pas retourner en Algérie parce que je dois faire le service militaire là-bas, etc. Donc, et maintenant, tu vis aux États-Unis. Maintenant, je vis aux Tu États-Unis, as été à Londres, j'ai voyagé, je fais tu as fait le tour du monde. Mais le tour du monde, c'est une fuite, quoi. C'est une recherche. Enfin, je sais pas où je suis vraiment. Est-ce que je suis vraiment français? Est-ce que je suis vraiment algérien? Tu vois? Est-ce que ce qu'il y a de bien dans une ville comme New York, c'est que c'est plus de 80% d'immigrés. Donc,
Donc tu te sens chez toi. On se sent tous new-yorkais au bout de 2 semaines, tu vois. C'est ça qui est bien. Tu te sens pas forcément américain, mais tu te sens new-yorkais. Voilà, comme tu te sens de Belleville. Pour le coup, moi je me sens de Belleville-Ménilmontant Ouais, c'est plus vrai. que français. Mais je sais que ça fait crisper certaines... Mais ça, Mais c'est mon ressenti. Il faut dire le tu vois. ressenti, mais c'est la réalité en plus. C'est ma réalité. Les gens se retrouvent sur le territoire parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas accès à tout. Ce que tu voulais faire, toi, avec ton projet, c'est que tu voulais que ces femmes ne s'étaient pas appropriées leur ville. La basilique, qui fait partie de leur vie, de leur environnement, elles ne s'appropriaient pas leur ville. Donc, en clair, elles étaient bien cantonnées quelque part. Exactement. Oui, c'est ça. Bah, tu vois, c'était le marché. Parce qu'après, j'ai rencontré, tu vois, j'ai fait plus de 300 interviews de femmes pendant plus d'1 an sur ce marché. Et pour beaucoup, elles me disaient, vous êtes le premier Français que je rencontre. Ah oui, pour elle, j'étais le premier Français. Parce que je venais, je m'exprimais, je ramenais ma caméra, je l'interviewais. Et je me suis dit, je vais faire des portraits de ces femmes, de ces mères, issues de ces mères exilées, quoi. Ouais. Les issues d'eux. Les issues d'eux, voilà. Et qui sont là. Et du coup, j'en ai fait un film documentaire et une exposition. Il s'appelle comment le film documentaire, Elias, pour qu'on se le voir? Il s'appelle Ma terre, reine de France. Sur YouTube, il y a la première partie. Voilà, donc sur YouTube, vous pouvez trouver Mater, c'est M-A-T-E-R. M-A-T-E-R, comme la mer. Comme la mer, voilà. ouais. Et d'où le titre, Mater, qui était Mater, la mer en latin, et aussi Mater, mon territoire. Voilà. Tu vois, On a vu le jeu de c'est mots, bien. voilà. Et reine de France. C'est pas Mater et les reines de France, c'est pas Mater, c'est Mater, reine de France. Voilà. Ouais. Ma mère, reine de France, mais avec la terre, enfin le jeu de mots, voilà. c'est bien. Et du coup, j'ai pris ces femmes. J'ai eu l'idée de faire ces portraits de femmes et de les mettre dans la basilique Saint-Denis. Et donc tout le monde m'a dit que ça ne se ferait pas, que j'étais un peu fou. Et j'ai eu quelqu'un qui était un peu plus fou que moi, qui a cru en ce projet, qui s'appelle Ahmed Bouzouaïd, et qui m'a dit on va le faire. Et que je salue. Ahmed qu'on salue, oui. Voilà, oui. Qu'on va sûrement recevoir ici après toi, Ahmed. Ouais. Et du coup, on a mis en place ce projet. Et j'ai fait des portraits du coup de femmes rencontrées femmes exilées rencontrées sur le marché de Saint-Denis. Et j'ai fait donc des grands portraits. On va les voir, tu vas nous les commentaires. Oui, très bien. Là, ils vont nous les envoyer, ils vont nous mettre les portraits et tu vas les compter, y compris la peinture. Comme ça, tu diras qu'est-ce qui a été fait et après tu les expliqueras à l'expo, truc de basilique. Donc là, ils vont nous envoyer, tiens, voilà, ça c'est une peinture, c'est ça? Ça c'est une peinture, voilà, ça c'est une ébauche, c'était des recherches, donc j'ai des femmes qui sont venues, qui ont posé. Donc, ça a été assez complexe aussi d'aller vers des femmes, c'est pas simple. À Saint-Denis, Ouais. plus âgées, leur dire voilà, j'aimerais faire votre portrait. Donc j'ai eu des situations. Elles t'ont pris pour un fou. Mais beaucoup de gens. Et là, regarde celle-là aussi avec le voile. Oui. Voilà, donc ça c'est avec donc à la feuille d'or, une représentation très comme les icônes religieuses. Donc très inspiré de la peinture religieuse, la Renaissance. Oui, vraiment. On en voit encore une autre, là, comme les icônes, là, voilà, la Renaissance. Une fois de plus. Et tu voulais sacraliser ça, c'est ça? Voilà, l'idée c'est de leur rendre hommage et de tu sais, moi je suis de culture judéo-chrétienne aussi, tu vois. J'ai grandi, j'ai grandi en France, en Europe. Le mix de toutes les religions. Et donc dans la Renaissance, tu sais, moi quand je vais visiter des musées, je vois pas beaucoup de gens qui me ressemblent, de basanés, de noirs, tu vois. Donc en tout cas dans ces périodes-là. Même si t'es un peu moins basané quand même. Oui, même si je suis un peu moins basané, mais en tout cas nous, Africains, tu vois, nous les Africains, il n'y a pas eu de renaissance africaine. Tout à fait. Et du coup, c'était un vrai challenge, quoi. Un vrai challenge. Et puis c'est ce que j'essaye de faire, moi. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire j'ai arrêté de travailler dans la publicité, etc. J'ai arrêté de faire des images pour vendre des produits. J'ai voulu faire des images pour dire quelque chose, pour exprimer. Exactement, oui. Et pour porter un message duquel je me suis détourné pendant très longtemps. Bien sûr, ça. En faisant des bêtises, etc. Ouais. Donc, et puis, quand j'en ai pris conscience enfin, on ne pourra pas dire dans 100 ans, même dans 50 ans, que
cette immigration, tu vois, des années 70 aux années 90, ne fait pas partie de l'histoire de France. On ne pourra pas dire que ma grand-mère, que toutes ces grand-mères ne font pas partie de l'histoire de France. Puisqu'elles prennent part au chapitre, tu vois, aujourd'hui. Tout à fait. Sauf qu'on les a oubliées. On a parlé du migrant, on n'a jamais parlé de la femme du migrant. Tu vois. Souvent, c'est vrai. Tu vois. Ni les enfants du migrant, d'ailleurs. On parle souvent de l'homme. Le migrant est un homme qui vient travailler, faire du travail. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Alors qu'il y a beaucoup plus de femmes qui migrent que d'hommes. Tu vois. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu rendre hommage à ces femmes. Et donc, il y a eu cette exposition. Tu vois, si j'étais pas en train de sourire, j'aurais pu dire Ariles a été frappé par la grâce divine parce que c'est cette période avec ta grand-mère qui t'a fait. D'ailleurs, là, on va essayer de voir les photos à l'intérieur de la cathédrale. Il va les mettre, Philippe va nous mettre les photos à l'intérieur de la cathédrale avec, parce que c'est assez. Voilà, regarde, c'est quand même très fort ça, non? Dans la crypte de la basilique, donc c'est une installation qui s'appelle Mater Stabat, où j'ai mis ces femmes comme les gisants, en fait, en référence aux gisants. Elles étaient allongées, donc à la basilique, donc les tombeaux, il faut savoir que les tombeaux des rois et des reines dans cette nécropole sont distingués du fait que ce soit des gisants, donc des sculptures allongées. Donc ça a été des tombeaux sculptés. Et moi, j'ai pas voulu les représenter allongés. C'est pour ça que ça s'appelle Mater Stabat. Mater Stabat, ça veut dire la mère debout. En fait, Mater Dolorosa vient du Stabat Mater. Stabat Mater, c'est Stabat Mater Dolorosa. On a gardé que la mère qui souffre, mais en fait, elle est debout, la mère qui souffre. Ah ouais. Voilà. C'est joli comme formule. Oui. Même quand on souffre, il faut être debout. Oui. Et du coup, c'est pour ça que j'ai relevé. Je les ai prises allongées, mais je les ai relevées. Et j'ai voulu que quand le public vienne voir ces femmes-là, donc généralement le public de musées, ceux qui vont, enfin les gens qui vont, c'est souvent une classe un peu cultivée, etc., qui n'ont pas l'habitude de regarder ces femmes-là dans les yeux. Donc j'ai voulu les représenter très dignes, en majesté, donc en blanc. Tu vois, elles sont pas en habit traditionnel ou autre. Elles sont en blanc, donc un peu dans la sacralité. Exactement, voilà. Donc en majesté, debout, et elle regarde le visiteur, elle le regarde dans les yeux. Voilà, c'est fièrement, quoi. Une Exactement. espèce de fierté, de sacralisation. Exactement. Et je voulais juste, comment on peut, est-ce que cette expo, elle peut tourner, et les gens, comment ils peuvent faire pour te contacter s'ils veulent passer l'expo, s'ils veulent aussi, eux, donner un peu de visibilité à ces femmes? Ils peuvent me contacter parce que l'exposition, c'est une exposition qui va être itinérante, pour le coup, puisqu'il y a encore beaucoup d'œuvres. Il y a une partie qui est faite aussi avec des femmes, parce que j'ai continué l'exposition, donc ça c'était la première partie de l'exposition, j'ai continué l'exposition avec des femmes issues, enfin des femmes qui ont vécu un exil et qui sont à Harlem, et j'ai rencontré d'autres problématiques, tu vois, parce que c'est les États-Unis et la France, c'est pas du tout... les mêmes histoires, voilà. Et donc si les gens veulent me contacter, c'est via les réseaux sociaux. Alors il y a quoi dans les réseaux sociaux? On fait Ariles de Tizi. Ariles de Tizi sur Google, arilesdetizi.com. Ariles de Tizi sur Google, arilesdetizi.com, voilà. Sur Facebook, vous avez Ariles partout, voilà. Et vous le contactez, et franchement, ça vaut le coup, parce que il peut venir aussi, ou Ahmed Sow peut venir aussi débattre avec les gens, parce qu'il y a un vrai message derrière. Oui, et puis il y a l'exposition, il y a tout un travail de médiation qui accompagne cette exposition. Tu vois, on a fait un travail avec des jeunes en lycée, en collège. Enfin, ça n'a pas été qu'une exposition. Cette exposition portait un message beaucoup trop lourd et fort pour ne faire que pousser la porte de la basilique et la visiter. C'est un message quand même universel, vous portiez humaniste, c'est-à-dire que montrer aux gens qu'on fait partie, et c'est amener les gens à s'intéresser, à participer à la vie de la cité aussi. Ouais. C'est pas que non plus des photos, c'est à travers la symbolique de la photo, il y a toute une invitation, une incitation à la participation, au vivre ensemble, à la création collective. J'ai fait cette exposition, non pas comme j'ai pu faire d'autres expositions en galerie pour vendre des œuvres, etc. Non, je fais cette exposition pour créer des ponts entre différents mondes, tu vois. C'est déjà juste ce pont entre les femmes de Saint-Denis, ces mères de Saint-Denis et les habitants, et ce lieu d'histoire. Je les ai représentés, j'ai fait
leurs portraits, donc en 3 mètres sur 3 mètres à la feuille d'or et à la peinture à l'huile, que j'ai exposé dans la halle du marché. Donc il y a eu 12 portraits dans la halle du marché et l'installation Stabat Mater dans la crypte de la basilique Saint-Denis. C'était combien de portraits dans la boutique? C'était combien? C'était 6 femmes dans la basilique, plus la photo de ma grand-mère sur l'autel, enfin devant l'autel, pardon. Et l'idée c'était de tu vois, mettre en opposition lieu public, le marché, lieu privé, la basilique, lieu sacré et lieu profane. Voilà. Et puis, oui, il y avait vraiment une recherche voilà, pour mettre les contrastes et créer le débat, quoi. Oui, aussi, ouais. C'est ça, créer des ponts, en fait, réels. Le fait de mettre ces femmes-là, les sublimer et les mettre aussi dans leur univers, puisque le marché, ça fait partie de leur univers. Et c'était aussi amener les gens. Moi, je suis parti rencontrer les gens qui travaillent sur le marché en leur disant, vous savez, il y a ces œuvres qui sont au-dessus de vos têtes, et pourquoi elles sont là, tu vois. Et qu'il y a une exposition qui est à la basilique juste en face. Donc, oui, l'idée c'était de créer ce flux entre ces deux lieux. Et ça a été simple parce que, à la place de ceux qui sont dans cette espèce de philosophie excluante, les royalistes, parce que c'est quand même la basilique, c'est quand même là où on a enterré les rois et reines de France. Et cette photo de votre grand-mère à l'entrée de la basilique, ça s'est passé sans heurts. Il y a eu non, il y a eu quelques soucis. Enfin, la photo qu'il y a dans la basilique, qui est sur la basilique, donc à l'affiche, elle a été plusieurs fois dégradée. Mais bon, il y a eu, certes, enfin pas tous les royalistes, mais certains royalistes, certaines personnes d'extrême droite qui étaient, et aussi d'extrême gauche, et de gauche, ça a heurté certaines sensibilités. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Tu vois, je suis pas en train de profaner la nécropole royale. Je suis pas en train de manquer de respect à l'église en mettant des femmes qui portent, qui ont un fichu sur la tête ou un voile. Moi, je les ai représentées comme des madones. Même les madones sont représentées avec des voiles et tout ça. Exactement. D'ailleurs, on peut regarder partout. Hein. Exactement. Donc moi, c'était des représentations de madones. Parce qu'il y a des femmes, tu vois, je vais prendre l'exemple de Myriam, qui fait partie du projet, que j'ai rencontré à Saint-Denis, via la Maison des Femmes, pour le coup, qui fait un travail exceptionnel auprès des femmes de Saint-Denis, oui. De Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis. Qu'on salue et oui. On félicite. Et Myriam qui arrivait, qui a quitté l'Algérie avec 3 enfants en bas âge, et qui elle a quitté l'Algérie parce qu'on voulait, en tout cas dans sa famille, on voulait la forcer à porter le voile, etc. Et elle a insisté, a voulu être voilée, parce qu'elle voulait participer à cette sacralité. Oui, et puis elle voulait être représentée comme... Parce que je leur ai montré des images de Madone, pour qu'elles choisissent leur position, etc. Et puis elle a voulu être voilée. Voilà. Mais elle l'explique dans le film. Alors vous allez aussi voir le film. Donc, oui. Aylas, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire, un message à ceux qui nous regardent, à ta maman aussi cette grand-mère, elle les a quittés, mais parce qu'elle a quand même été importante dans ce parcours. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure là-dessus Déjà que j'aime ma mère. Voilà, comme ça, si elle ne le savait pas, elle le sait. Mon père, ma famille, mes nièces, tout le monde. Puis tous mes amis, entre Paris, New York, Bangkok, partout. Qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est que... c'est assez compliqué. J'ai envie de dire plein de choses. Ouais, je sais que c'est compliqué, mais comme tu as dit, le message que tu as dit, c'est qu'il faut compris les choses, qu'il n'y a pas une communauté qui vit à côté de l'autre. Et que l'art, la culture, c'est quelque chose très important, et malheureusement dans nos communautés et dans nos classes sociales, c'est quelque chose qui est négligé, et ça fait partie aussi de mon combat de pas forcément ramener l'art aux gens, mais amener les gens à l'art aussi. Amener les gens à l'art et se rendre compte. Tu sais, quand j'ai dit aux gens que je vais commencer à peindre, tous mes proches se sont moqués de moi, tu sais. Je sais, si je dis que je vais peindre, les gens ne voient pas de peindre alors qu'on pourrait peindre. Et regarde le cliché aussi. Quoi, voilà, regarde où j'en suis 6 ans après. Mais moi, j'ai commencé à peindre à 28 ans, alors que j'ai rêvé de peindre depuis que j'avais 15 ans. Mais j'ai pas pu le dire. Parce que ça dans la rue, ça passait pas. Exactement, ouais, tu vois. Donc j'ai quand même mis plus de 10 ans, tu vois,
à passer le cap. Et je suis sûr qu'il y a plein de petits Picasso, de petits Van Gogh, tu vois, qui se cachent dans nos communautés, dans nos quartiers. Voilà. Bah merci Ailes. Alors, sur le message d'Ailes qui vous dit « Essayez de vivre vos rêves jusqu'au bout. Si vous avez envie de peindre, allez peindre. L'art, c'est important. C'est un outil d'émancipation. Donc, écoute Ailes, on te retrouvera parce qu'on va reparler un peu du projet dans nos émissions avec peut-être d'autres personnes. Et nous, on va se quitter. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité. Et à lundi prochain avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles à notre émission.